Bonjour, on se retrouve ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture et j'accueille Mounir Majoubi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ici sur le plateau TV Agri. Alors, vous êtes secrétaire d'État chargé du numérique. C'est vrai qu'on dit toujours les agriculteurs sont connectés, ils sont branchés, sauf que quand même dans leur territoire, souvent, il n'y a pas Internet. Vous avez raison de le dire, la première chose sur le numérique, c'est le rendre accessible, le rendre les réseaux accessibles. C'est pour ça que ça a été le travail qu'on a fait dès qu'on est arrivé. On a travaillé avec les opérateurs, on a pris des engagements, les opérateurs ont pris des engagements, et donc à la fois sur le réseau mobile 4G, qui va permettre de se connecter au téléphone, mais aussi de connecter des produits connectés qui utilisent ce réseau 4G, mais aussi sur le très haut débit, pour avoir des usages intensifs avec du très haut débit, parfois de la fibre optique, mais à long terme, la fibre optique pour tous. Un enjeu essentiel, c'est que tout le monde soit connecté. Mais après, il faut l'utiliser. Et pour l'utiliser, on voit que les agriculteurs, ils le font de différentes manières. Ils le font pour optimiser leur façon de s'organiser. Ils le font pour se rapprocher des consommateurs. Ils le font pour réorganiser la chaîne de distribution. Et c'est dans tous ces nouveaux usages qu'on va voir des choses évoluer. Alors moi, je vous crois à 100%, mais je me rappelle encore d'un dossier de presse de Jacques Chirac au début de la couverture Internet où il y avait marqué « En telle année, il y aura 98% du territoire ». Et on a l'impression que France Télécom à l'époque, ou Orange aujourd'hui, ou les autres fournisseurs n'ont pas satisfait ce qui était demandé. Alors là, je vous invite vraiment à regarder l'accord qu'on a signé avec eux, avec lequel ils se sont engagés auprès du régulateur. Il y a même des clauses de sanctions s'ils n'exécutent pas le plan tel qu'ils l'ont promis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, ils n'en peuvent plus. Vous parlez des agriculteurs, mais autour de ces agriculteurs, il y a des familles. Dans ces familles, il y a des collégiens, des lycéens, il y a des parents qui aimeraient travailler à distance et qui aujourd'hui n'en peuvent plus d'avoir une connexion de mauvaise qualité. C'est pas possible de ne pas capter, c'est pas possible dans nos vies hyper connectées de perdre cette connectivité dès qu'on arrive à son domicile ou sur son lieu de travail agricole. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est un sujet complètement politique, qui est démocratique. Et c'est pour ça que l'engagement qu'ils ont pris, il va coûter à l'État, parce qu'on a pris aussi des engagements sur le coût des licences, mais il va aussi leur coûter, il y a plusieurs milliards d'euros d'investissement sur les 2 prochaines années pour le réseau mobile, sur plus pour le très haut débit, qui vont permettre dès 2020, voilà, à la fin de 2020, on se revoit, et moi je serais capable de vous dire, on a tenu ces objectifs. Rendez-vous pris. On parle de la 4G, on parle d'Internet, on parle de la 4G, on peut aussi parler de la 5G, on prend un peu de retard. Est-ce que la 5G va avoir les mêmes retards que la 4G en milieu rural ? Le sujet sur la 5G, c'était d'abord un sujet technologique et de standard. Donc ça, c'est réglé depuis le mois de décembre dernier. On a un standard mondial, un standard technologique qui font qu'aujourd'hui, il y a des équipements qui sont disponibles. Maintenant, la deuxième question, c'est qui va payer, qui va organiser ces réseaux, quels sont les modèles d'affaires. Donc là, on a lancé des expérimentations dans près d'une dizaine de villes en France. Et l'enjeu, ce sera de comprendre aujourd'hui comment on va bénéficier de ce que permet la 5G. La 5G, elle permet plus de débit et une plus grande réactivité. Sur la qualité téléphonique, elle a peu d'impact. Sur la qualité du téléchargement normal, elle a peu d'impact. Sur la qualité du téléchargement de très gros fichiers, oui. Sur les usages de très haute définition, oui. Donc le grand sujet, ce sera à quel endroit il sera important d'y avoir du 5G, sachant qu'avec la 4G, si on a un réseau 4G de qualité partout sur le territoire, on est bon pour plusieurs années, pour plusieurs 10 à 15 ans, pour faire des usages extrêmement intensifs. La 5G, ce sera vraiment l'usage exponentiel suivant. Alors, il y a un mouvement qui se développe de plus en plus, c'est le co-farming, il y a une association, c'est-à-dire l'utilisation du numérique pour permettre aux agriculteurs de mieux s'organiser, comme il y a eu l'invention des CUMA en 1945, des coopératives en 1930. Aujourd'hui, pour pouvoir répondre à la difficulté économique, c'est certainement le partage, la relation. Pour vous, ça vous semble intéressant ou pas ? Ouais, ça semble essentiel et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le numérique, vous voyez, on va créer plus de contacts. C'est paradoxal, on se dit le numérique, c'est plus virtuel. Et en fait, on montre aujourd'hui qu'avec les nouveaux usages collaboratifs, le numérique, il permet de faire des solidarités locales au carré. C'est-à-dire que le local, il devient plus loin, plus large. On crée des solidarités qui dépassent celles qui sont près de moi. Et à la fois sur les machines, à la fois sur le savoir, sur le savoir-faire, on va pouvoir plus partager et créer de valeurs communes. Cette idée de la valeur commune créée ensemble et de ce que les plateformes permettent de faire, c'est essentiel dans cette nouvelle société qui se dessine. Vous avez vu, il y a certainement à l'entrée des robots. Vous avez vu certainement les robots à l'entrée du salon. On a l'impression qu'en France, on est innovant, on sait innover, on sait lancer les startups, mais dès que les Américains s'y mettent, dès que les grands fonds financiers s'y mettent, là, on perd tout à l'avance. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous et je ne partage pas votre analyse. On a des startups très innovantes, même sur l'intelligence artificielle, parmi les meilleurs chercheurs au monde. D'ailleurs, souvent, les chercheurs des entreprises étrangères sont très souvent français sur ces sujets-là. Et on a des startups qui développent des produits, qui grandissent. Et après, on a le sujet du passage à l'échelle.
c'est toute la priorité qu'on a donnée sur 2018-2019, c'est comment ces entreprises qui ont innové, qui en sont à un certain niveau, comment on les aide, elles, à aller conquérir l'international, comment on les aide, elles, à aller conquérir l'Europe. Et comment faites-vous? Alors il faut les identifier, se dire qu'elles ont des besoins particuliers. Il y a la question du financement. Sur le financement, aujourd'hui, on est capable, et ce n'était pas le cas il y a 5 ans, donc il y a eu des progrès, de financer les premières années. On est capable de financer le premier produit, le marché français. Mais il y a un moment, quand on veut partir à l'international, il faut plus de capitaux pour faire plus de recherche et plus de développement commercial. Eh bien, ce marché financier, il faut le structurer. Il faut que l'État, dans sa capacité d'investissement, soit capable d'influencer l'émergence de fonds qui peuvent investir à cette taille-là. En France, on est plutôt moins bien doté qu'ailleurs, mais si on regarde le global des fonds investis, on est en ce moment en train de décoller. 2017, c'est quasiment 2 fois 2016, et les 2 premiers mois de 2018 sont impressionnants. Donc maintenant, la grande question, c'est comment ces fonds, ils vont aussi sur des gros tickets, 20 à 100 millions d'euros, pour aider ces boîtes à passer à l'échelle plus rapidement. Et là, vous parlez de BPI, vous parlez des fonds privés, vous parlez quel type d'investissement? L'investissement public, il doit servir à une chose, c'est aller là où le privé ne va pas. C'est-à-dire que si le privé va, le rôle de l'État et de la BPI, c'est pas de venir concurrencer les investisseurs qui sont capables d'investir. Par contre, sur ces sujets, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas d'offre privée, ou pas assez. Et bien là, le rôle de BPI, ce sera de stimuler, soit d'investir en direct, soit de créer les capacités pour investir dans des fonds qui eux-mêmes vont investir. C'est ce qu'on a fait depuis 10 ans pour faire émerger ce qu'on appelle les VC, les ventures capitalistes, donc ce premier niveau d'investisseurs. Et maintenant, celui-là est extrêmement actif. Donc le rôle du public, maintenant peut être un peu réinterrogé puisque ça marche très bien. Et l'étape d'après, elle marche moins bien. Et c'est le rôle du public d'aller l'investir et d'aller s'investir pour l'investissement. Il y a 2 jours, ici sur le plateau, je recevais donc un représentant de la FNSEA qui lance, vous savez, le syndicat, une charte sur les données pour les agriculteurs. Il y avait Gaspard Koenig qui, lui, est plutôt dans une logique de les données sont patrimoniales et elles peuvent se vendre, se commercialiser. C'est un véritable patrimoine comme de l'immobilier. Et puis, il y avait Jérémy Weststein de The Green Data. Concrètement, est-ce que pour vous, les données, c'est un sujet aujourd'hui dans le monde agricole qu'il faut protéger de façon très forte, quitte à prendre du retard dans la valeur ajoutée des services qui peuvent être proposés par les startups françaises? Il y a un vrai sujet sur les données, mais il faut bien séparer les données industrielles, les données professionnelles des données personnelles. Les données personnelles, il faut les protéger. Les données personnelles, c'est une extension de nous. Les données personnelles, elles nous concernent dans notre intime. Celles-ci, il faut les protéger. Les données sur les consommateurs, il faut que les entreprises ne les partagent pas facilement, qu'elles ne soient pas immédiatement transférées à un autre sans que moi, j'en ai le contrôle. Moi, je veux qu'on me demande ma permission avant d'utiliser mes données pour faire autre chose que ce pourquoi je les ai données. Ça, c'est important. Mais après, il y a les données produites par le service public, dont je suis aussi responsable au sein de ce gouvernement. Moi, je veux que ces données elles soient le plus ouvertes possible. Il faut que tout ce que le public produit avec l'argent public des citoyens bénéficie aux entreprises et bénéficie aux citoyens. Donc toute l'information qu'on produit par la recherche publique, toute l'information qu'on produit par les institutions publiques, ça doit être un patrimoine de données qui doit être valorisé, utilisé par ceux qui l'utilisent. Il y a des données naturelles, ces données naturelles, elles sont ouvertes, elles sont déjà utilisées par les agriculteurs, elles sont utilisées par ceux qui accompagnent les agriculteurs, les solutions d'agriculteurs. Et puis il y a des données qui ne sont pas produites par le public, il y a des données qui sont produites par le privé. Et là, il se pose la question du partage de ces données entre les acteurs. Les données que chaque exploitation produit, est-ce que je les mets à disposition de l'éditeur de mon logiciel qui lui-même les valorisera et les donnera à d'autres? Est-ce que c'est moi qui décide? Est-ce que je lui revends? Est-ce qu'on va demander à ce producteur, à cet éditeur de partager lui-même ces données avec d'autres éditeurs? C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui sur les patrimoines de données. Ceux qui sont publics, ceux qui sont privés, mais qui représentent un intérêt pour les autres. Et donc tout le débat qu'on a, c'est de créer dans chaque industrie une discussion sur comment on valorise ces données. Avec l'intelligence artificielle, on va avoir besoin de plus de données pour développer plus d'intelligence. Et bien, pour faire ça, on va devoir discuter parfois un peu fort sur comment on fait. Mais il y a un endroit où on ne doit pas discuter, c'est les données personnelles. Elles doivent être protégées. Mounir Mahjoubi, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci, et puis merci à vous.